semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Bienvenue ici dans cette deuxième saison du Psy du travail, où l'on pense qu'il faut soigner le travail et pas forcément les gens. Dans le récent sondage, j'ai vu qu'il y a un sujet qui vous intéresse un peu moins que les autres, c'est celui de l'environnement. C'est pas de chance parce que je vous ai déjà concocté un hors-série pour poser le problème et cadrer la discussion, ainsi qu'un entretien avec Kevin Jean pour discuter de l'adaptation aux crises climatiques. Si je vous ai fait ces propositions, c'est parce que je pense qu'en termes de perspective, pour la santé en général et pour la santé psychologique en particulier, on a là des enjeux considérables et qu'il est temps que la psychologie du travail s'en empare. C'est un point de vue personnel, bien entendu. Mais peut-être que le lien entre travail et environnement n'est pas si clair que ça, finalement. Ou plutôt qu'il faille repréciser de quoi on parle, ce qu'on veut dire, ce qu'on met dans les mots. Et surtout dans le mot « travail ». Michel Forestier a accepté d'en parler ici. Michel est ingénieur agronome, docteur en philosophie, et il a dirigé l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, l'ARACT, de Champagne-Ardenne. Il a publié en 2014 un ouvrage qui est pour moi une référence. Travail contre nature, essai de philosophie anthropologique pour les temps qui viennent, aux éditions du Panthéon. Dans ce livre, qui se picore avec gourmandise, qu'on peut et même qu'on devrait lire dans le désordre, sur lequel on revient à l'occasion pour se rafraîchir la mémoire, Michel nous parle de philosophie, d'art, d'histoire, d'économie, de sociologie et surtout d'anthropologie, selon moi la reine des sciences humaines. Il pose ce diagnostic tout simple, tellement évident, mais tellement impensé. Le travail n'est plus uniquement le moyen de produire nos conditions d'existence, il est aussi le moyen par lequel on les détruit. Ce qu'il résume par ce titre qui est à lui seul tout un programme, Travail contre nature. Comme je le disais à l'instant, il faut commencer par clarifier les mots. On comprendra mieux pourquoi Michel n'a pas titré son essai « Le travail contre la nature », pourquoi il introduit cette sorte de transaction, peut-être pour nous sortir de la formule traditionnelle « travail contre salaire » et nous faire prendre un peu de hauteur. Ça tombe bien, ce besoin de clarification, parce qu'ici on aime bien aller contre les idées reçues, à minima les questionner. Et Michel Forestier m'a appris, sur son blog dont je vous mets le lien en description, que ce que je tenais pour vrai sur l'étymologie du mot « travail », dont on est nombreux à croire qu'il vient de tripalium, un instrument de torture, eh bien cette idée comptait au titre des légendes urbaines. Ce serait très surprenant que ça vienne de tripalium. Bon, ceci dit, moi je ne suis pas linguiste, donc en la matière, je fais que lire ce que les autres ont écrit et je n'ai pas la capacité d'avoir un propre jugement là-dessus. En revanche, ce qui relève simplement du bon sens, c'est que si aujourd'hui ce mot-là et cette étymologie-là a autant de succès, c'est parce qu'en fait, elle rejoint une sorte de jugement radical porté sur le travail contemporain. Alors qu'après, on aille chercher dans les anciens temps une justification, pourquoi pas, mais ça sent quand même beaucoup la justification. L'intérêt n'est pas historique quand on fait ça. On veut simplement dire que le travail est quelque chose d'éternellement négatif, ce qui est faux. Parce que même aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui s'épanouissent dans le travail. Même si c'est malheureusement pas la majorité, c'est quand même un fait. Donc c'est pas le travail en soi. Or, le mot travail, il a un caractère général, forcément, depuis au moins
200 ou 300 ans, il a un caractère général, universel. On pourrait faire la même récupération en partant de cette étymologie que tu proposes comme étant impossible. Possible, d'avoir la même origine entre travail et travel en anglais, c'est-à-dire le travail comme une destination. Alors, mais ça c'est probablement assez assuré parce que dans la langue anglaise, il y a énormément de mots qui sont d'origine depuis Guillaume le Conquérant en fait, qui sont d'origine française, enfin, ou en tout cas latine, gréco-latine, on va dire. Et donc, bon, le fait que travel et travail est une étymologie commune, je pense que c'est assez probable. Voilà. ce lien qu'on fait souvent entre le travail et un instrument de torture appelle sans doute une nouvelle clarification. Le psychologue du travail sait qu'il faut distinguer travail prescrit, ce qu'on est censé faire, travail réel, ce qu'on fait vraiment, et réel du travail, ce que ça demande de le faire. Mais quand on veut parler du travail avec le public, réfléchir à la place qu'il occupe dans notre société, il faut encore ajouter une couche, celle du travail comme représentation, le travail idéal. Et notamment, il y a la fameuse valeur travail qu'on nous ressort à toutes les élections. Il y a la dimension valeur au sens moral du terme, on va dire, et puis il y a la valeur au sens économique, le bien et son prix, ça, voilà, le prix avec lequel il va être échangé. Mais en fait, quand on parle de valeur travail, on parle du travail. Bon, j'avais dit que le mot travail est polysémique, et parmi cette polysémie, il y a évidemment le fait qu'on doit distinguer le travail tel qu'il se fait dans sa réalité concrète, et puis le travail comme idée. Quand on parle de valeur travail, c'est le travail comme idée. Et donc, il se trouve que on attache au travail, mais au travail abstrait, au travail idéal, on attache toute une série de valeurs. L'effort, les notions d'effort, les notions de persévérance, enfin toute une série de valeurs qui font modèle, au point qu'il y a toute une série de pays, on va dire, parce que je me suis intéressé, par exemple, à la manière dont, dans le monde communiste, on a valorisé le mot travail. Mais c'est pareil. Alors évidemment, c'est l'inverse de ce qu'on voit d'une certaine manière ici, quoique. Mais là, en l'occurrence, que ce soit dans l'univers soviétique ou dans l'univers chinois, la façon dont le travail est présenté, c'est toujours comme une idée abstraite avec, on connaît le constructivisme, quoi, ces personnages qui sont héroïques, alors au lieu d'être des héros guerriers, ce sont des travailleurs, voilà, on les met en exergue. Et en fait, c'est ce qui rend aussi difficile la discussion sur le travail, parce que on peut glisser sans s'en rendre compte d'un niveau à un autre, c'est-à-dire qu'en fait, partir d'un travail très concret, tel qu'il se réalise, tel qu'on le voit faire, et puis passer à l'idée même de travail, et au nom de l'un, condamner l'autre ou réciproquement. Voilà. Pour finir de clarifier tout ça et ce qu'on met derrière le mot travail, il faut noter qu'il a un sens particulier en psychologie. En France notamment, où on a une forte présence de la psychanalyse. Là, il faut prendre le mot travail avec des pincettes. Dans son ouvrage, Michel place le concept de travail dans une dimension anthropologique. Et c'est cette dimension qui me semble devoir entrer en ligne de compte dans la question de savoir si notre travail s'oppose à la nature. Bon, c'est le choix aussi que j'ai fait en écrivant cet ouvrage. Le mot travail a une polysémie extraordinaire. On peut faire des tas de comparaisons. On peut parler du travail animal, du travail de la machine, enfin, etc. Et sauf que quand on veut s'intéresser à la question du travail, si on lui garde cette polysémie, on va partout, quoi. Donc moi, je l'ai recentré sur son sens anthropologique. Et effectivement, dans son sens anthropologique, c'est une caractéristique. Alors, je ne sais pas si c'est la nature humaine, mais c'est une caractéristique de l'espèce humaine, à savoir que c'est la seule espèce dans la nature qui est capable de trouver dans la nature de quoi vivre, et souvent de bien vivre, sans avoir besoin, pour aller dans toutes les niches écologiques de la Terre, d'une quelconque mutation. Donc en fait, le travail, c'est c'est la manière dont les hommes résolvent tous les problèmes de la vie
en étant capable de s'adapter à toutes les situations écologiques que la planète, y compris ses transformations, puisque on dit que l'espèce Homo a 3 millions d'années, tu vois, en 3 millions d'années, il s'en est passé des changements climatiques, hein, il y en a eu beaucoup. Alors pas à la vitesse de celui d'aujourd'hui, mais il n'empêche, il y en a eu beaucoup. Et en fait, il y a toujours eu cette capacité d'adaptation par le travail. Par cette capacité, alors ça pouvait être la chasse, la cueillette, la pêche, l'agriculture, enfin beaucoup plus tard, hein, quelles que soient les formes, l'élevage, enfin, etc. Et puis après l'industrie, enfin bon, mais il y a cette capacité effectivement par le travail de se donner un avenir et puis non seulement de se le donner un avenir, mais de le modifier. Voilà, c'est impressionnant aujourd'hui l'état dans lequel on a habité la planète, c'est incroyable. Là, ici, à Bercy, tu vois, il y a des bâtiments partout, etc. Des choses qui, évidemment, ont demandé à la fois du travail, mais aussi beaucoup d'expertise technique, d'innovation technique, enfin, etc., quoi. Je veux dire, on est les héritiers de tas de découvertes qui plongent très loin dans le temps, en fait, mais qui aujourd'hui s'accélèrent. Enfin, voilà. Bon, on va pas contourner l'obstacle, il faut prendre à bras-le-corps notre sujet, travail et nature. Il y a un constat que je pense partager avec tous, c'est que travailler, c'est transformer la nature. C'est extraire et ou utiliser des ressources naturelles pour fabriquer des trucs ou pour faire bouger des machins. À ce propos, d'ailleurs, Michel connaît la tendresse que je porte à la philosophe Simone Weil. Il s'attendait donc à ce que je lui demande si on n'assiste pas à une forme de déracinement de par l'écart qui est mis entre nous et la nature, notamment au travail. C'est vrai que, personnellement, j'aime bien pointer le fait qu'on peut miner du bitcoin, mais ne plus savoir cultiver des carottes, et qu'on finit par croire que l'un est plus réel que l'autre. C'est pas parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a installé tellement de médiation, on s'est tellement éloigné d'une certaine manière du caractère primaire de la vie que néanmoins il y a toujours une grande part. Alors, elle nécessite de moins en moins de travailleurs, mais il y a une grande part de l'activité productive de l'espèce humaine qui porte sur les moyens de transformer la nature elle-même. Alors aujourd'hui, évidemment, avec la mécanisation, avec les énergies qu'on a pu domestiquer, on a besoin de moins en moins de personnes pour le faire. Mais c'est pas parce que on a besoin de moins en moins de personnes pour faire ce travail, moi j'appelle ça le travail naturant. C'est-à-dire le travail dans lequel alors c'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est l'industrie, enfin celui qui se greffe sur la nature et qui va chercher dans la nature les moyens de construire, de vivre, enfin de s'alimenter, de se vêtir, enfin, etc. Ce travail naturant, aujourd'hui, il est une part minoritaire, il occupe une part minoritaire de la population ouvrière, on va dire. J'appelle population ouvrière l'ensemble de ceux qui travaillent, en fait. Hein. Mais c'est pas parce que quantitativement cette proportion devient faible que pour autant on peut s'abstraire de ça. On peut pas s'abstraire de la nature. D'ailleurs, un truc tout simple, il y a ce rêve d'aller dans les étoiles, tu vois, d'aller dans la Lune. Mais si on va dans la Lune, il faut qu'on reconstruise un environnement humain, et donc un environnement terrien. On peut pas s'extraire de cette nature-là. Et donc, c'est pas parce que de moins en moins de gens sont dans des situations de travail qui les met en contact avec la nature que pour autant, cette composante-là n'est pas essentielle. Donc en fait, il y a effectivement, je parlais de travail naturant. L'autre côté, alors ils peuvent être mélangés, hein. L'autre côté, c'est le travail socialisant. C'est-à-dire le travail que l'on fait en direction des autres êtres vivants, humains. Donc ça peut être l'hôpital, ça peut être le transport, ça peut être les services, quels qu'ils soient. Enfin, La psychologie du travail. La psychologie du travail, l'ergonomie, tout ce qu'on veut, quoi. Les cabinets d'expertise. Voilà. Et effectivement, on est mobilisé, hein, puisque le travail, ça mobilise. Hein. On est mobilisé sur ces sujets-là. Et étant mobilisé sur ces sujets-là, c'est un peu comme un taureau qui voit
un chiffon rouge, il va dedans, quoi, et il voit pas l'environnement qui est autour. Cette réponse, je trouve qu'elle interroge la pratique du psychologue du travail qui, souvent, est armé pour analyser les interactions sociales au travail, le travail socialisant ou ce que le travail a de socialisant. Il est parfois armé, notamment s'il a une formation clinique du travail, pour se pencher sur le rapport de la personne avec l'activité, avec ce qu'elle fait concrètement, seule ou avec d'autres. Mais le rapport à la nature, aux ressources mobilisées, c'est un peu un angle mort, non ? Sur ce point, pourtant, je peux témoigner au moins d'une chose, issue de ma pratique, c'est que la question écologique arrive en force dans tous les terrains que je fais. Parfois, c'est fragile, c'est ténu. C'est une remarque en passant sur le bilan carbone d'un projet. Dans d'autres cas, c'est plus flagrant, avec des salariés qui disent réfléchir à une réorientation professionnelle pour être plus en phase avec le besoin de préserver l'environnement. On en avait parlé avec Kevin Jean dans l'épisode 5, dans lequel on avait abordé la question de l'éco-anxiété. Mais face à ces préoccupations légitimes, qu'est-ce que le monde du travail nous propose ? Du développement durable, dont on sait qu'il est une chimère, des démarches RSE minimalistes. Reconnaissons qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux. Non pas parce que ces démarches seraient insuffisantes, elles le sont, mais ce n'est pas la question. On n'est pas à la hauteur des enjeux, précisément parce qu'elles ne sont que techniques. Et croire que la technique seule nous tirera d'affaire, c'est prendre un sacré pari. Ah ben c'est même effrayant, puisque face au changement climatique, par exemple, il y a des gens qui pensent qu'on va trouver effectivement des solutions techniques en ensemençant les nuages, enfin bon bref, en agissant de manière très directe sur notre environnement, notre atmosphère, de manière à changer le climat. C'est-à-dire, en fait, je pense que c'est un refus, en fait. C'est quand même, enfin, je veux dire, les perspectives, si elles sont poussées à bout, sont assez sombres et déstabilisantes. Et donc, l'idée que, effectivement, par des solutions techniques, on pourrait corriger ce qu'on a mal fait auparavant, eh ben, elle a du succès, cette idée. Sauf que aucune technique n'est neutre, que elles ont toutes des effets dont on imagine au départ pas tous les impacts, parce que ben voilà, c'est les usages qui vont permettre de les connaître, ces impacts. Et donc effectivement, il n'y a pas de, je pense qu'il peut y avoir des aménagements techniques qui favorisent les choses. L'agriculture est un bon exemple où justement c'est pas une question technique, parce que la technicité de l'agriculture industrielle, elle est très aboutie aujourd'hui, et on voit bien que elle arrive à ses limites, que les niveaux de production et de productivité pour les céréales, pour les animaux y compris, pour la production laitière, pour la production porcine, etc., on arrive à des limites. Et ces limites, elles sont infranchissables. Et donc la question qui se pose, c'est pas de trouver de nouvelles techniques dans cette voie-là, c'est de trouver de revenir un peu, faire un pas de côté pour essayer de retrouver des modes d'approche de la nature qui soit plus respectueuse des rythmes biologiques naturels. En fait, par exemple, une chose qui est très simple, c'est que l'agriculture industrielle, elle nourrit directement les plantes. Enfin, elle s'adresse directement aux plantes, alors que l'agriculture biologique, elle s'adresse au sol. Ce qui est pas du tout la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de rendre le sol potentiellement le plus riche possible pour qu'il puisse accueillir les espèces qui nous intéressent. C'est alors évidemment, on peut considérer que c'est un aspect technique, mais c'est un vrai changement de modèle, en fait. C'est pas, on peut pas continuer dans le même dispositif, il faut en prendre un autre. Voilà, je pense que c'est la même chose. Alors sur l'agriculture, j'ai un peu plus de connaissances que sur d'autres aspects plus industriels, mais je suis assez convaincu qu'effectivement, la manière dont aujourd'hui on parle de développement durable, c'est une manière de maintenir
de maintenir ce à quoi on tient, c'est-à-dire le mode de production d'aujourd'hui, en dépit de tout, quoi. Ce que Michel nous dit sur l'agriculture et qui peut être généralisé à tous les secteurs d'activité, eh ben c'est lourd de sens. Au-delà des réponses techniques, ce qui va devoir évoluer, ce sont les usages. L'agriculture biologique demande plus de bras que l'agriculture industrielle, de même que la marine à voile vis-à-vis de la marine fossile. Et ça demande surtout un autre rapport à la technique. Au-delà des usages, les carrières professionnelles, à commencer par la formation initiale, vont aussi devoir évoluer. Le psychologue de l'orientation va devoir s'intéresser davantage à ce que les personnes peuvent faire d'utile, de sobre, d'efficace pour la société. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau ça, hein, mais là vraiment, on est pris par le temps. C'est aussi parce que, en fait, on est dans un rapport au temps qui est stressant en soi. C'est-à-dire que ce changement climatique, bon, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de la planète, mais de la Terre, il y en a eu. Enfin, voilà, c'est loin d'être le premier. Mais ils se sont toujours exprimés sur des durées longues. Et s'exprimant sur des durées longues, il y a eu des disparitions d'espèces, mais aussi des renaissances de nouvelles espèces, souvent beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus riches d'ailleurs, hein. Simplement, aujourd'hui, on est dans une sorte d'accélération. C'est de la folie, quoi. C'est-à-dire que, bon, je prenais l'exemple du charbon. C'est la nature qui produit le charbon, c'est pas nous, hein. Donc, mais il lui a fallu plusieurs centaines de millions d'années pour le produire. Et nous, on l'extrait de manière massive, importante, depuis 250 ans. Donc, ça veut dire qu'on est capable, et on ne saura pas produire du charbon, enfin, on perdrait son temps à essayer de produire du charbon, puisqu'il faudrait beaucoup d'énergie pour le créer. Donc, c'est des choses qui sont, voilà, qui s'expriment sur des horizons de temps qui sont pas les mêmes, quoi. La nature, elle s'exprime pas sur l'accélération du temps du monde contemporain. Voilà. Et donc, c'est quasiment impossible à imaginer comment on va passer de la situation d'aujourd'hui, problématique, à quelque chose qui serait plus respectueux de la nature et dans lequel l'espèce humaine serait en relation plus étroite et plus coordonnée, plus harmonieuse avec son environnement. Comment on va le faire? C'est très difficile à imaginer, quoi. On n'a pas le temps. Raison supplémentaire pour anticiper des choses, pour commencer à s'outiller et à faire des choix aujourd'hui pour préparer demain. Or, je constate, comme vous peut-être, qu'on forme toujours des ingénieurs aéronautiques, des techniciens de plateformes pétrolières, des chimistes des engrais, qu'on continue à investir dans les fossiles à coût de milliards d'euros. Bref, on tarde à s'y mettre et on ne crée pas les conditions pour vivre demain. C'est assez paradoxal parce que dans le discours patronal, il y a beaucoup l'expression de résistance au changement. Mais en fait, c'est Trump, qui est quand même un grand patron, on va dire, comme résistance au changement, c'est assez fort, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il veut réouvrir, alors pas les frontières, ça on a bien compris, mais il veut réouvrir la possibilité d'aller chercher de plus en plus loin, y compris au Groenland, qui voudrait bien s'accaparer, ou au Canada, de nouveaux endroits où aller chercher les matériaux, le pétrole, enfin le charbon s'il y en a, enfin etc., quoi. Et donc je pense que c'est une situation très 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 complexe parce qu'en plus on est dans un monde social, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont porteurs de ces thèses, voilà, il faut poursuivre dans cette voie, et puis d'autres qui effectivement souhaiteraient revenir, aller vers quelque chose de plus raisonnable. Maintenant, comment les choses vont s'équilibrer dans le temps, ça, je n'en sais rien, hein. Pour comprendre pourquoi ça résiste, il faut sans doute dézoomer un peu. C'est ce que fait Michel dans Travail contre nature. Il regarde notre rapport au travail, notre capacité à prévoir, à anticiper, à lire les choses en somme, comme étant conditionné par un modèle. Je ne sais pas s'il serait d'accord pour que je dise un paradigme. Lui, il utilise le mot de patron, comme le patron de la couturière qui guide le ciseau et comme le patron qui décide.
En fait, cette idée-là, elle m'est venue en lisant un philosophe qui écrivait que l'homme n'est pas le sujet du travail. Mais alors du coup, c'est quoi le sujet, quoi? Et en fait, la question du travail, et le mot patron me plaisait bien parce qu'il a un double sens. Il a à la fois celui qui commande, mais c'est aussi le modèle. Moi, j'ai vécu pendant 2 ans en Afrique et j'ai bien vu comment les Africains qui n'étaient, voilà, c'était dans une zone rurale très éloignée de tout, sans beaucoup d'impact de la modernité. Et je voyais bien comment ils travaillaient et je constatais qu'effectivement, ils travaillaient d'une manière assez différente de la nôtre, plus intuitive, enfin, etc. Avec beaucoup de coopération, néanmoins, enfin voilà. Et je me suis dit finalement, le sujet du travail, c'est pas tant l'homme en tant que tel que la civilisation dans laquelle il baigne. C'est elle qui va lui donner le nom, déjà. Le mot travail lui-même, il a une histoire. Hein. Son côté universel est occidental. Enfin, c'est en Occident que depuis le 18e, en gros, le 17e siècle, peut-être 16e, on utilise le mot travail dans ce sens générique où toute activité productive devient travail, alors qu'auparavant, on avait des mots différents selon qu'on faisait de l'agriculture ou de l'artisan, etc. Et qu'en fait, non seulement ça définit le mot, mais ça définit la manière dont on le fait. Aujourd'hui, on est dans un monde productiviste qui suppose que le travail est regardé à travers à travers le chiffre d'une certaine manière. Le temps qu'on y met, le volume qu'on utilise, le volume qui ressort, enfin bon, bref, toute une série de choses qui disparaissent dans d'autres civilisations où on fait autrement. Et donc, ce que j'appelle le patron du travail, c'est ce modèle-là, c'est ce modèle qu'on a en tête et qui est même, enfin, qui est quasiment inconscient d'une certaine manière. Et effectivement, j'utilise dans mon ouvrage un exemple pris de Travail en Afrique, où donc un ethnologue qui, alors je sais pas s'il est vraiment ethnologue vu la manière dont il parle, mais bon, bref, qui raconte la manière dont une case est construite, ce que j'ai vu aussi moi faire souvent, et qui s'effraie de l'absence de technicité. Voilà, tout est fait à peu près, mais jamais vraiment au carré, quoi. Et pas dans les temps qu'il faudrait, enfin, etc. Sans esprit de faire quelque chose qui dure. Alors c'est très amusant parce que dans ce même article, il explique à la fin qu'en fait, de toute façon, si ça durait, ça ne servirait à rien parce que il y a une obsolescence de ces matériaux qui ferait que de toute manière, voilà, il faut les reconstruire tous les 5, 10 ou 15 ans selon l'endroit, quoi. Voilà. Et donc c'est cette idée-là qui m'a conduit en fait à imaginer cette notion de patron, ce qu'on a en tête sur la manière de bien faire le travail. Et qui probablement nourrit d'ailleurs, puisqu'on avait évoqué ça, qu'on appelle la valeur travail, c'est-à-dire les représentations qu'on a du travail, elles sont nourries aussi de ce patron-là. Bon, on a un problème. Si notre incapacité à réaliser les transitions écologiques nécessaires est un sujet de patron, au sens qu'il donne au mot, hein, un problème de civilisation, alors on est un peu foutu, non? Ça peut même décourager. Moi, je pense que peut-être que c'est une façon pessimiste de voir l'histoire, mais je pense que c'est la nécessité qui fera la loi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a une capacité humaine au rebondissement, au changement, en fait. Mais je crois peu au changement volontaire, surtout quand on est dans des positions confortables. Bon, on le voit bien par rapport à ceux qui sont riches, par exemple. Ils sont très rares ceux qui abandonnent. Enfin, on a quelques exemples dans l'histoire, quoi, hein, de rois qui tout d'un coup décident de devenir moines. Bon, mais c'est quand même très marginal. C'est très marginal au point qu'on sait leur nom. Donc, ils doivent pas être très nombreux. Je crois que, en l'occurrence, ça va être petit à petit, des choses vont arriver. Alors, elles arrivent déjà. On est déjà au milieu de ça. Et donc, petit à petit, devront s'adapter les populations qui seront à ce moment-là occupantes de la terre. Hein. Et je pense que ça viendra comme ça. Maintenant, comment, dans le détail, tout ça, je sais pas. Alors là, Michel Forestier, tu m'auras pas avec du « faudra s'adapter » ou du « on verra ».
Je veux savoir si c'est de la résignation, du fatalisme ou au contraire de l'optimisme béat. Faut me préciser tout ça. J'ai dit des choses dans mon hors-série sur la question, l'épisode 4. Je veux pas laisser les gens qui me font l'amitié de suivre ce podcast avec un simple « qui vivra verra ». Non, là vraiment ça, c'est pas possible. Je crois que c'est la pédagogie des faits, c'est-à-dire, tu dis en 2030, il y aura des épisodes à 50 degrés. Ben voilà, une fois qu'on sera dans cette situation, les gens s'adapteront. Alors, ça aura un coût, enfin un coût humain probablement, hein. Ça aura des coûts aussi économiques, mais je pense que ça se fera plutôt sous la forme de la réactivité, c'est-à-dire parce que ça vient trop vite d'une certaine manière ou trop lentement, j'en sais rien, puisque mais enfin peu importe. Toujours est-il que tant que c'est pas là, alors après on reprochera beaucoup. Une fois qu'on y sera, on reprochera beaucoup rétroactivement aux hommes politiques, enfin à ceux qui gouvernent, le fait de ne pas avoir eu ce courage ou cette prescience qui fasse qu'ils adaptent le monde au futur qu'on leur avait déjà dessiné. On voit bien à Paris et dans les grandes métropoles, ils sont sur des plans à 20 ou 30 ans pour essayer de voir comment faire vivre une ville dans des conditions qui seront celles du futur. Bon, donc voilà, mais au niveau des États, on voit pas le même niveau de réflexion, et puis ça prend du temps en plus. Enfin, on verra bien, hein. Faudrait pas être un mauvais prophète, mais je suis pas convaincu que il y aura collectivement une approche raisonnable de ces questions-là. Et le cas ce qu'on appelle le développement durable, je pense en est une illustration. C'est probablement effectivement un moyen de continuer en faisant semblant de changer, quoi. Hein, c'est-à-dire de maintenir de croire que des solutions techniques vont permettre de résoudre des problèmes qui nous environnent. Mais les solutions techniques, elles ne résolveront pas le problème de la biodiversité et de sa perte. Ça a des conséquences multiples. Hein. S'il n'y a plus que des espèces domestiques, ça va être une sacrée raréfaction qui va rendre qui va rendre la vie difficile à beaucoup de gens. Simplement, cet aspect-là, il est peut-être moins visible quand on est en ville. La biodiversité, on s'en fout parce qu'il n'y en a pas. De toute façon. S'il y a une chose qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'on parle d'un système et que ce système est intimement lié au travail, qu'il a à voir avec notre façon d'aborder le travail, ce que Michel appelle le patron, notre civilisation. Et en tant qu'intervenant sur l'organisation du travail, parce que c'est mon métier de préventeur en santé psychologique, je ne veux pas me résoudre à ce coût humain. Je ne veux pas me dire qu'on ne peut rien y faire et qu'il s'agit d'attendre. C'est peut-être une attitude que je dois questionner, vous allez me dire. Hein. Il faut que je travaille sur moi. Mais franchement, j'en doute un peu. Cela dit, je suis sensible à l'argument selon lequel il faut aussi regarder le réel en face. Et quand Michel peut sembler fataliste, c'est une position philosophique. Ce n'est pas un appel à l'inaction. Oui, effectivement, en tant que préventeur, j'entends bien, mais bon, on s'adresse là à un problème qui est pas circonscrit. C'est toute la planète qui est mobilisée par le travail contemporain et la manière de le faire. Il y a des systèmes économiques qui sont présents depuis 200, 300, 400. Enfin bon, le capitalisme, on le fait naître à la fin du Moyen Âge. Enfin, c'est très récent à l'échelle de l'humanité, même de l'humanité. Ça fait 3 millions d'années, même du néolithique. Hein, ça fait 10 000 ans. Et là, en l'espace de 300, 400 ans, on est en train d'agir sur la planète d'une manière qui inouïe. Enfin, jamais vue jusqu'à présent, quoi. Et ce système-là, parce que c'est un système dans lequel tout le monde est passif d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un acteur, puisque l'acteur c'est l'ensemble des sociétés, et donc c'est très difficile en fait d'imaginer comment à l'échelle de l'individu, c'est impossible d'imaginer d'agir sur ce système. On peut militer, on peut croire on peut faire on peut manifester son désaccord, le fait qu'on aimerait bien que la prévention soit plus intense sur ces sujets-là, etc. Mais on est quand même dans un monde qui est pas maîtrisé. Et en fait, ce sont des systèmes qui sont
voilà, le fait d'être dans une société productiviste, c'est-à-dire qui vise toujours l'accroissement, bah, c'est ça qu'il faut arrêter. Mais pour arrêter ça, qui est-ce qui sait comment on fait? De même qu'on ne sait pas comment c'est né, enfin d'une certaine manière, ça s'est né un peu comme ça. Voilà, il y a des historiens qui travaillent sur la naissance du capitalisme, hein, mais c'est quand même très complexe. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés, de systèmes, de pays aussi, enfin, etc. Et donc comment ce système-là, il n'a pas d'avenir. Il n'a évidemment pas d'avenir. Mais comment faire pour que, de manière raisonnable, concertée, on puisse prévenir et en changer? Là, j'avoue que ça me laisse. Alors là, je suis pas compétent du tout pour pouvoir dire comment c'est possible. Enfin, je peux à titre personnel avoir des convictions, les exprimer, les souhaiter, m'engager sur des chemins. Enfin voilà. Par exemple de l'agriculture biologique auquel je pense qu'il n'y a que cet avenir-là possible pour l'homme, ça j'en suis absolument convaincu. Mais maintenant comment ça va arriver? Mais tu vois, à défaut d'avoir des solutions concrètes maintenant à notre portée, moi je souhaiterais qu'à minima on puisse préparer l'outillage de demain en fait. Je souhaiterais qu'à minima on ait déjà quelques repères sur qu'est-ce qui va changer dans le travail, dans les formations, dans le choix d'un métier, dans les savoirs qu'on a besoin de se transmettre. Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus utile de former les enfants à la crypto-monnaie ou à l'agriculture, à la culture, à la simple culture vivrière? C'est des sujets qu'on peut traiter maintenant et qu'on peut outiller maintenant. Et je trouve que le silence radio sur ces sujets-là me glace en fait d'effroi de se dire voilà ce qui arrive et on n'essaye même pas de se donner un outillage conceptuel. Ouais, moi, ben, je suis pas. Enfin, je reprends toujours ce fil de l'agriculture biologique. Je pense qu'aujourd'hui, on a développé des savoirs qu'on n'avait pas quand moi j'étais à l'agro. Il y a toute une série de choses que on nous enseignait pas, puisqu'on nous enseignait l'agriculture industrielle, avec en plus une perspective qui était généreuse. C'était de rendre la terre capable de nourrir tous les hommes qui sont sur cette terre, quoi. Donc il y avait un côté, ça n'a jamais été maléfique. C'est pas parce que le système arrive à son bout qu'il était malsain dès le départ. C'est pas vrai. Il a fallu qu'on soit aujourd'hui pour s'en rendre compte d'une certaine manière. Donc il n'y a pas de reproche rétroactif à faire. Il y a simplement la question, bah maintenant on en est là, quoi. Et donc avec ces niveaux de connaissances là qu'on a développés, eh ben on sait qu'on est dans une impasse dans ce cas précis. Et donc, il faut développer d'autres façons de faire. Mais ça existe. Ça existe. L'agriculture biologique, il y en a partout dans le monde. Et donc, le jour où il sera nécessaire, parce qu'on n'aura pas le choix, eh ben, je pense que tout sera prêt. Les moyens techniques sont déjà présents. Par exemple, c'est un truc qui m'intéresse. Je suis très intéressé par la révolution agricole, c'est-à-dire le néolithique, l'apparition de l'agriculture dans l'espèce humaine. Mais en fait, on se rend compte que là où il y a eu ces foyers primaires de néolithisation, d'agriculture, eh bien, il y avait déjà toutes les techniques, les cueilleurs, parce qu'en fait, on parle des chasseurs-cueilleurs en pensant qu'aux chasseurs. Mais en fait, au Proche-Orient, là où est né le foyer asiatique, enfin proche-oriental, il y avait déjà toutes les techniques, toutes les modalités qui ensuite vont servir pour passer à l'agriculture. Je pense que ce sera un peu une modalité de ce type-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a probablement partout dans le monde toute une série d'initiatives locales, petites probablement, invisibles, pas mises en exergue, mais le jour où il faudra les mettre en action, ben elles seront là. On n'aura pas tout à découvrir. Donc je pense que je serais moins pessimiste d'une certaine manière que toi sur ce sujet-là. Je crois qu'il y aura toujours suffisamment d'explorateurs des voies du futur pour que le jour où on pourra pas faire autrement, parce que je pense que quand même ça sera en gros à ce moment-là, le jour où on pourra pas faire autrement, tout soit là, disponible pour que voilà, les choses se déroulent. Alors maintenant, on sera pas 7 milliards, ça c'est sûr. Et donc il y a
quand même une catastrophe entre guillemets démographique qui aura lieu. Et ça, c'est évidemment un domaine politique qui est d'une grande dangerosité, hein, parce que je ne sais pas comment on fait pour passer de 7 milliards à 1 milliard, par exemple. Hein. Donc, je ne sais pas. Fatalisme, réalisme, lucidité, à vous de juger. Mais c'est sûr qu'on peut se demander si de regarder aussi directement le réel, c'est pas un peu décourageant. Voir l'une de ces raisons de ne pas faire contre lesquelles il est si difficile de se battre, une forme d'aquabonisme en quelque sorte. Je vous cache pas que j'allais quitter Michel en me demandant s'il y avait encore une raison d'espérer. Mais au moment de lui demander une idée saugrenue, histoire de ne pas déroger à la tradition, eh bien, elle est venue, cette raison d'espérer. Et là, j'avoue que je m'y attendais pas. Je vous laisse avec cette idée saugrenue et aussi avec celle que soigner le travail, c'est aussi soigner nos conditions de vie. Portez-vous bien. Et en fait, c'est pas une idée saugrenue, c'est simplement une réflexion qui m'habite. Dans la révolution industrielle, on marque plusieurs étapes. Il y a eu évidemment le charbon, hein, il y a eu ensuite le pétrole. Enfin bon, il y a toute une série de caps techniques aussi qui ont été franchis. Et bon, il y a des gens qui parlent de 4-5 étapes. Et aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, c'est le numérique. On a pensé que par l'organisation du travail, on allait déployer une productivité plus importante. Ce qui est vrai. Mais quand on compare le développement de la productivité lié à de l'innovation organisationnelle à du développement de productivité lié à l'usage des énergies fossiles ou nucléaires aujourd'hui, il n'y a pas photo. C'est de loin. La productivité qui depuis 200 ou 250 ans, elle est en gros de 2% par an. Alors bon, après il y a des pics, il y a des... Bon, par exemple les Chinois, ils sont montés à des taux très élevés, mais c'était que du rattrapage. Donc, une fois qu'ils auront rattrapé, ils vont faire comme les autres. Ils seront à 1-2% en moyenne, enfin, etc., quoi. Selon les bonnes ou les mauvaises années, quoi. Mais toutes ces révolutions, toutes ces étapes dans la révolution industrielle, elles ont toujours été fondées sur des énergies nouvelles. Et donc, qui apportaient cette capacité de productivité. Alors que le numérique, c'est un consommateur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on présente aujourd'hui comme la dernière étape de cette révolution, pour moi, c'est probablement son fossoyeur. J'en ai parlé tout à l'heure avec cette tribune d'un vice-président de Google qui appelait à un développement du nucléaire aux États-Unis de manière à pouvoir fournir en alimentation électrique et énergétique les développements nécessaires, parce que c'est évidemment nécessaire, l'intelligence artificielle et tout le numérique qui va avec. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais c'est en même temps extrêmement illustratif de la manière dont on s'accroche. On s'accroche à ce qu'on connaît, à ce qu'on voilà, et à cette idée que de toute façon le développement technique, il faut le pousser à bout. Et donc on a, alors c'est vrai, moi je suis admiratif. Hein, j'ai ChatGPT, je l'utilise très régulièrement et c'est assez incroyable. Hein, c'est vrai. Hein. Donc j'ai rien contre la technique. Au contraire, je suis plutôt séduit par elle. Mais en revanche, les usages, les technolâtres, hein, si on pourrait les appeler comme ça m'effraie. Et donc l'idée qu'aujourd'hui notre avenir puisse être en partie sauvé grâce à quelque chose qui va au contraire nous effondrer parce que à un moment donné, si on a 100 d'énergie, il va falloir savoir où on les met, quoi. Si on met 30 dans le numérique, les 70 autres, il faudra qu'on fasse beaucoup de choses. Il faudra manger, s'habiller, se déplacer, enfin bon, bref. Et donc, voilà, c'est une réflexion que je voulais soulever. C'est illustratif de la situation de fin d'époque. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est éblouissant, comme toutes les techniques. Hein. Il y a un côté merveilleux, quoi. On regarde la télé, on regarde les téléphones, c'est incroyable, quoi. Quelle intelligence humaine. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Moi, je suis totalement admiratif de ça. Mais en même temps, se dire que aujourd'hui, qui est promis à notre monde productiviste, c'est quelque chose qui va être entré en compétition avec l'alimentation, avec tout le reste.
c'est prendre l'accessoire pour l'important. Et je pense que ça, c'est des forces qui agissent. Autant je crois pas à l'acteur, un acteur qui soit président des États-Unis ou d'ailleurs, peu importe. Je crois pas à ça. Je crois pas que ça relève de ça. Mais en revanche, les dispositifs, les systèmes, ce qui n'est pas gouverné d'une certaine manière, et l'accumulation des contradictions et des forces en présence, parce qu'il y a du combat, il y a du conflit, hein, ça c'est sûr. Et c'est ça qui va faire bouger le monde. Mais quand même, je voulais souligner, côté paradoxal, d'avoir comme boussole Fossoyeur. Eh bien, nous, on va repartir avec cette idée-là à ruminer. Merci infiniment, Michel, d'être venu jusqu'à l'antre du psychologue du travail. De rien.